Si vous vous promenez dans le centre de Buenos Aires par une belle matinée d'automne aux alentours de 10h22, vous avez toutes les chances d'apercevoir des gens ainsi vêtus. Voici un jeune employé de banque, plutôt décontracté et pas pressé d'arriver au boulot. Un supporter de l'équipe nationale de foot avec son maillot albiceleste, ou encore deux messieurs portant fièrement le béret qui trahit vraisemblablement leur origine basque. Bref, vous êtes bien en Argentine, le pays du foot, du tango et de la côte de bœuf. Mais si vous avez la chance d'accompagner Mercedes Morera, illustratrice et réalisatrice de dessins animés qui a pour habitude de s'inspirer de la rue pour inventer ses personnages, vous verrez que sous des apparences assez traditionnelles, les habits des Argentins cachent des particularités a priori insoupçonnables, mais qui en disent long sur l'histoire de ce pays réputé comme le plus européen des pays d'Amérique latine. Ce que porte cet homme, vous ne le verrez dans aucun autre pays. Au premier abord, il est habillé comme n'importe quel citadin, très élégant, avec une belle chemise, mais son pantalon est très spécial. On l'appelle la bombacha de campo. À l'origine, c'était le pantalon des éleveurs et des garçons vachés. Mais aujourd'hui, ça se porte sans problème, en ville. C'est commode, confortable, et en plus, ça permet de garder une certaine élégance. Effectivement, la bombacha, malgré son origine rurale, se porte encore très bien dans les rues de Buenos Aires. Et si vous avez l'occasion de traîner le dimanche matin dans le quartier des Mataderos, les anciens abattoirs, vous verrez que la tradition paysanne a encore toute sa vigueur dans l'âme des habitants de la capitale. Chaque semaine, on se réunit ici pour danser, chanter, revivre et s'habiller à la manière des éleveurs et des gardiens de bétail, qui sont à l'Argentine profonde ce que les cow-boys sont au Far West américain, un mythe fondateur. À quelques dizaines de kilomètres de Buenos Aires, dans le village de San Antonio de Areco, la vie au grand air des garçons vachés, les fameux gauchos, c'est tous les jours, samedi et dimanche compris. Daniel Schmidalter est employé à la mairie du village, ce qui ne l'empêche pas de revêtir chaque jour que Dieu fait son costume de gaucho. Mais aujourd'hui, c'est jour de fête. Daniel met sa ceinture d'apparat, une large bande de cuir recouverte de pièces de monnaie destinées à afficher sa prospérité et aussi, beaucoup plus pragmatiquement, à protéger le porteur d'éventuels coups de surin qui, dit-on, se distribuaient généreusement à la glorieuse époque des pionniers. Pour moi, porter les habits de gaucho, c'est une manière de perpétuer notre tradition, pour éviter qu'elle ne se perde. On les met tous les jours pour que les jeunes générations nous voient et les portent à leur tour. Évidemment, c'est pas pour qu'ils le portent tous les jours, mais au moins les jours de fête, parce que c'est ça qui nous identifie. Le veston, le gilet, le foulard et le couvre-chef font partie de la panoplie obligatoire du gaucho argentin. Les gauchos ne portent pas cette tenue uniquement par tradition. Elle est indispensable pour travailler à la campagne. Par exemple, les bottes pour les herbes hautes, le poncho quand il fait très froid et qu'il faut être bien couvert, et le béret ou le chapeau pour se protéger du soleil. Ils s'habillent comme ça pour des raisons climatiques, en plus de la tradition. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des gauchos dans toute l'Argentine. Et on reconnaît clairement leurs différentes régions d'origine à la couleur de leur poncho. Et de tous les vêtements du gaucho, le poncho, sorte de grande couverture chauffante, est le plus significatif. La fête du jour est une compétition de rodéo qui réunit des participants venant des quatre coins de l'Argentine. Et pour distinguer les provinces les unes des autres, rien de tel que le poncho. Voici un gars de la province de Buenos Aires, reconnaissable à son motif pampa blanc sur tissu noir. Ici, un riche gaucho venu de Patagonie avec un poncho très lourd, plus de 3 kilos, idéal pour lutter contre les vents et les frimas des plaines du Sud.
Là, c'est un homme descendu de la cordillère des Andes, reconnaissable à son poncho en laine de lama. Et voici quelques prototypes de gaucho venus de la province de Misiones. Quant à ce bambin, il arbore fièrement le poncho rouge, typique de Salta, au nord-ouest du pays. La fête est ponctuée par la consommation ininterrompue de l'assado, la viande de bœuf grillée au feu de bois, qui est la base de l'alimentation de tous les Argentins, à la ville comme à la campagne. Et c'est l'occasion de sortir le facón, un long poignard, accessoire indispensable, sorte de couteau suisse du gaucho. On dit même qu'un gaucho sans facón, c'est comme une rose sans pétales, une après-midi d'été sans soleil, une grammaire sans lexique. Et c'est tout. Dernier accessoire indispensable à tout gaucho qui souhaite rester sur sa monture, la botte, appelée bota de potro, qui est taillée directement dans le jarret d'un poulain. Renzo est originaire de la province de Cordoba, comme l'indique le motif de son gilet. Il attache ses bottes de poulain à la manière traditionnelle, héritée des coutumes ancestrales. Quand un cheval meurt, on récupère sa peau. Il y a tout un processus pour en faire une botte de poulain. D'abord, on la trempe dans la chaux pour enlever tous les poils, puis on la blanchit à la pierre d'Alain, et ensuite on la travaille pour l'assouplir. Après, on fait une couture pour fermer la botte et l'adapter à notre pointure. L'intérêt de la botte de poulain, c'est qu'elle se détache de l'étrier plus facilement. On ne peut pas monter avec des tennis ou un autre type de bottes, parce qu'on risque de rester accroché en cas de chute. C'est un cuir glissant. Quand le cheval t'éjecte, tu te détaches automatiquement. Bon, ça ne marche pas à tous les coups. Parfois, la botte reste coincée. Mais Renzo s'en est finalement tiré avec juste quelques égratignures. De retour à Buenos Aires, loin des vaches et des rodéos, dans les rues de la capitale, on croise souvent des jeunes portant casquettes, baskets et vestes à 3 bandes. L'uniforme du rappeur, diront certains, et non. Ces jeunes gens s'appellent les cumbieros, en référence à la cumbia, une musique traditionnelle venue de Colombie et du Pérou. D'origine indienne, ce sont souvent des descendants d'immigrés pauvres venus des autres pays d'Amérique latine. Les cumbieros cherchent à se faire remarquer, à être bien visibles. Parce que c'est le vrai problème des classes les plus pauvres, être vus et sortir de l'anonymat. Par exemple, ils portent plein de piercings, sans vraiment revendiquer quoi que ce soit. Ils brouillent les codes des rappeurs, des voyous, ou même des punks, qui en portent beaucoup. Ils s'approprient tout un tas d'éléments pour se faire remarquer dans la société. Autre élément remarquable de la panoplie du cumbiero, la Renault 12 TS, fumante. Elio et Jaime sont 2 étoiles qui montent dans l'univers de la cumbia. Et malgré leur très jeune âge, ils ont déjà une ribambelle de fans qui se pressent à l'entrée des loges du plateau télé de l'émission du samedi soir, Passion Tropicale, où ils se produisent souvent. Elio et Jaime ont une idée assez précise de la tenue que doit adopter tout bon cumbiero qui se respecte. Voilà, ça c'est moi. Des vêtements de sport, un t-shirt, tranquille, des baskets Nike, une coiffure de fou, des boucles d'oreilles, des piercings, lunettes. La chaîne, c'est obligatoire. Des vêtements très décontractés, comme nous. Le plus incroyable, c'est qu'ils portent des marques très chères, alors qu'ils n'ont pas l'argent pour se les payer. Ce qu'ils font, c'est qu'ils achètent des copies. Des tennis Nike qui ne sont pas des Nike, des survêtements Adidas qui ne sont pas en réalité de vrais survêtements Adidas. Tout est complètement faux. Et où trouve-t-on tous ces faux Nike, ces Adidas d'imitation? À la Salada, le plus grand marché au monde de la contrefaçon situé dans une banlieue pauvre de Buenos Aires.
La Salada, c'est 5000 stands de vêtements et pas une seule vraie marque. Ce gigantesque marché du faux n'ouvre que la nuit de 10h du soir jusqu'à 6h du matin, 2 fois par semaine. Ici, tout se fait dans la plus totale illégalité, au grand jour, mais en pleine nuit, et ça ne dérange personne, surtout pas Gustavo, vendeur à la Salada depuis toujours. Les gens sont conscients qu'ils achètent des faux. Mais au prix où sont les vrais, les gens préfèrent dépenser pour la maison ou pour les études de leurs enfants plutôt que pour un vêtement. Ailleurs, tu payes ça 700 pesos. Ici, tu payes 70 pesos, 10 fois moins. C'est ça qui est important. Si la crise économique du début des années 2000 a vidé les bourses des Argentins, elle a rempli les poches des contrefacteurs. Le marché de la Salada ne désemplit pas. Les clients viennent de toutes les provinces argentines et même des pays limitrophes. Décidément, la crise qui a mis le pays à genoux a laissé des traces profondes. C'est une toute autre ambiance qui règne dans le quartier branché de Palermo. On y a vu apparaître depuis quelques années des spécimens inconnus jusque-là, les bobos. Le bourgeois bohème argentin ressemble à son homologue mondialisé, à cette différence près qu'il est plus récent. Il n'est apparu qu'au début des années 2000, à la suite de la crise. À cette époque, des jeunes designers se sont regroupés dans le quartier de Palermo et ont commencé à produire des habits pas trop chers, fabriqués maison et qui recyclent allègrement la mythologie locale, mettant en vêtements les icônes auxquelles les Argentins de tout poil vouent une dévotion quasi mystique. Par exemple, Eva Perón est devenue pour l'occasion une véritable sainte. Voilà Santa Evita, c'est une représentation d'Eva Perón en sainte. Après, il y a Coca Sarli, c'est une icône sexuelle des années 50 en Argentine. Et voilà Néstor Kirchner, notre défunt président. Et là, il est représenté comme le héros d'une BD culte dans notre pays. Tous ces t-shirts font partie d'une série que j'ai faite l'année dernière et que j'ai appelée l'Argentine populaire. La carte, elle montre une autre représentation du monde, avec les vraies dimensions de la planète, et elle est à l'envers. Du coup, l'Europe apparaît toute petite, l'Afrique paraît très grande, comme elle doit l'être, et comme le monde n'a ni haut ni bas, l'Argentine est tout en haut et les États-Unis sont tout en bas. Les Argentins sont d'un naturel romantique et orgueilleux. Ils adorent caresser l'idée que leur pays est au sommet du monde, à l'envers. Cette revendication identitaire prend des formes nouvelles. À l'origine, Marcos Bernucci était garde forestier dans le nord du pays. Aujourd'hui, il est designer de mode et possède sa griffe spécialisée dans les vêtements d'inspiration indienne. Non seulement ils sont teintés de couleurs jusqu'ici inédites dans la garde-robe argentine, mais en plus ils sont fabriqués selon les méthodes ancestrales des Indiens, Huichi et Coyas. Nous avons tout d'abord fait une sélection de matériaux, les plus naturels possibles. On veut que les tissus en laine soient tricotés à la main et pas par des machines. Qu'ils soient fabriqués à l'ancienne sur des métiers à tisser par exemple. C'est une méthode qui peut paraître un peu rustique, mais qui permet d'obtenir une laine de meilleure qualité. Que ce soit du point de vue social, éthique, culturel, nous essayons d'être les plus autonomes possibles. Pas seulement pour préserver l'environnement naturel, mais aussi pour faire vivre les gens qui y habitent, les communautés qui peuplent ces régions. Dans un pays qui avait éradiqué toute culture indienne, un pays qui s'est toujours revendiqué comme un coin d'Europe sur un continent amérindien, les vêtements chamarrés et la palette des couleurs proposées par cette griffe apparaissent comme une réelle nouveauté. Et s'ils se vendent comme des petits pains, c'est peut-être aussi parce qu'ils correspondent à une tendance nouvelle de la société argentine d'aujourd'hui. Je crois que l'Amérique latine vit actuellement une période politique très spéciale. Une prise de conscience qui touche désormais aussi l'Argentine. C'est la première fois de notre histoire que les Argentins cherchent vraiment à s'intégrer à notre continent. Aujourd'hui, on revalorise l'art et les cultures ancestrales. Et parmi elles, beaucoup de coutumes indiennes. Et même si nous avons du sang européen, nous commençons à considérer ces traditions indiennes comme les nôtres. Voici près de 30 ans que l'Argentine est revenue à la démocratie après des années d'une dictature qui a laissé des plaies béantes dans toute la société.
Les séquelles de cette période noire sont encore bien visibles dans les rues de Buenos Aires. Et si vous vous promenez sur la place de Mai un jeudi, quelle que soit la saison et le temps qu'il fait, vous êtes sûr de rencontrer des vieilles dames coiffées d'un foulard blanc. Depuis 1977, elles manifestent pour exiger la vérité sur le sort de leurs enfants disparus pendant la dictature, victimes de la répression. On les appelle les mères ou les folles de la place de Mai. Folles parce qu'elles sont les seules à avoir osé braver les interdits en manifestant ouvertement contre la junte militaire. Sur chaque foulard, un nom, celui du disparu, et une date, celle de la disparition. De coordinación federal retiraron a 30 muchachos y fueron masacrados. Au début, le foulard était un moyen de se reconnaître lors de notre première manifestation. On voulait que toutes les mères puissent s'identifier entre elles. Il y avait une fonction simple et un rôle pratique. C'était le jeudi, le jour où beaucoup d'entre nous s'occupaient de nos petits-enfants. On a récupéré leur linge, qui à l'époque était en tissu blanc, et on les a noués en foulard. Ce foulard met mal à l'aise les juges, il met mal à l'aise les policiers, les militaires, et dérange beaucoup de politiques. Parce que quand on vient avec ce petit foulard, on amène avec nous 30 000 disparus. Et surtout, on amène avec nous toute l'histoire du terrorisme d'État en Argentine. La méthode et le succès des maires de la place de Mai ont fait des émules. Depuis 2010, sont apparus des nouveaux personnages qui viennent eux aussi défiler chaque semaine dans le centre de Buenos Aires. Ce sont les parents de l'obélisque. Chapeau noir et écharpe blanche en signe de ralliement, ces parents divorcés viennent ici pour contester les décisions de justice qui les empêchent de voir leurs enfants. Même si leur motivation peut paraître futile au regard du combat des mères, les parents de l'obélisque semblent avoir très bien compris l'impact médiatique du code vestimentaire. Quand la nuit tombe, sur la capitale argentine, on assiste à une autre forme de défilé. Là, nous sommes au mois de février, c'est la période du carnaval, et les habitants de Buenos Aires pratiquent ce que l'on appelle ici la murga. La murga est un groupe de gens d'un même quartier qui s'habillent de queue de pie pour danser, chanter et faire la fête au rythme des tambours hérités d'un lointain passé africain. Chaque quartier a son uniforme, comme dans celui de Barracas où l'on se prépare pendant toute l'année en vue du prochain carnaval. La murga de Barracas s'appelle Les Incontrôlables. Son costume est à dominante orange et bleue et elle est dirigée par Ricardo Talento. Le carnaval est né pendant la période de l'esclavage. Les esclaves prenaient les queues de pie de leurs maîtres et ils les retournaient pour pas qu'ils les reconnaissent. Et ils sortaient pour se moquer de leur patron pendant le carnaval. C'est pour ça que dans la murga de Buenos Aires, on porte encore des fracs en satin qui symbolisent la doublure des vêtements des maîtres. Il y a aussi les gants blancs, le chapeau de forme. Ce sont finalement tous des objets symboliques qu'utilise le peuple pour transgresser l'ordre social. L'uniforme est une réminiscence du temps de l'esclavage, mais les motifs dont chacun agrémente sa tenue sont bien inscrits dans l'époque actuelle. Ça, c'est le foulard des mères de la place de Mai. Là, le Che. Ça, c'est notre drapeau. Là, c'est le pianiste Pugliese, la langue des Rolling Stones, l'obélisque, les deux montres comme portait Maradona. Tout ça représente Buenos Aires. Quand on intègre une murga, on inscrit son nom sur la queue de pie. On personnalise son costume. On y coud ses images préférées, comme celle de son équipe de foot, par exemple. On y affiche ses convictions politiques et ses goûts personnels. Et tout ça, ça crée dans la murga une diversité admirable.
Si la murga est une tradition dansante réservée à la période du carnaval, il en est une autre qui ne connaît pas de saison. Viviana est otorino-laryngologiste. Tous les jours, elle quitte son cabinet à 19h pour rejoindre le studio dont elle est une adhérente assidue. C'est là qu'elle retrouve ses amis pour faire quelques tours de piste au son du bandoneon. Le tango est plus qu'une danse, c'est une façon de vivre qui impose des codes précis. Et Viviana est intarissable sur les habits que l'on doit porter quand on le danse. L'importance du vêtement est en relation avec les différentes époques du tango. À la fin du 19e siècle et au début du 20e, le tango était considéré comme étant la danse des maisons closes. Il était interdit. C'était l'époque des truands. Les voyous étaient habillés avec un costume traditionnel comme celui-ci, avec un liseré blanc, une pochette blanche, un gilet et un foulard le plus souvent avec les initiales brodées. On utilise toujours des tissus doux, soyeux. Il ne faut pas oublier que c'est une danse où l'homme et la femme sont enlacés. Ils sont vraiment en contact. C'est quand même plus agréable de sentir quelque chose de doux plutôt qu'un tissu raide ou rêche. Quelle que soit l'époque, le costume de tango doit toujours être sensuel. Pas obscène ni provoquant. Il ne faut pas en montrer trop. Il faut suggérer. Parmi tous les attributs du danseur de tango, le plus important, c'est la chaussure. Un escarpin sur talons hauts pour les femmes. La chaussure de tango se doit d'être non seulement élégante, sexy et bien aérée, elle doit aussi être souple et ferme à la fois. Elle nécessite une fabrication artisanale particulière. Au final, la chaussure de tango doit vraiment être à toute épreuve, y compris celle du feu. Sinon, attention au tour de rein. Et pour les hommes, la chaussure de tango n'est pas moins sophistiquée. Les chausseurs de Buenos Aires déploient des trésors d'ingéniosité pour que monsieur aussi reste collé à la piste. Toutes nos chaussures, en plus d'être flexibles pour la danse, possèdent 3 semelles en fonction du type de sol sur lequel on danse. Pour un sol en bois ou en parquet, on utilise de la croûte de cuir. Mais si le sol est plus glissant, comme un sol en marbre ou en carrelage, ou un bois ciré, alors à ce moment-là, on utilise la gomme pour freiner un peu plus. Ringard il y a 20 ans, le tango est aujourd'hui redevenu une véritable passion pour les Argentins, toutes générations confondues. On ne sait pas vraiment d'où vient le mot tango. Si, bien sûr, ça nous vient de l'immigration italienne et espagnole. Le tango parle bien du mélange que nous sommes. Et ça se voit aussi dans nos vêtements. Les habits des Argentins sont très variés, très mélangés, comme nous. On peut rencontrer de tout ici. Quelqu'un comme moi qui s'habille dans les surplus, un employé de bureau en costume, un jeune en sweat à capuche, ou encore celui plus chic avec un t-shirt de marque. Il y a de tout. C'est comme ça que nous sommes. Ainsi, les habits des Argentins nous racontent un pays qui, au sortir des crises et des drames de son histoire, se reconstruit une identité neuve en puisant dans les origines multiples qui le composent.